Avec Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Il faut que tu respires. Mickey 3D, justement pour Denis Jacquet, ça aurait pu être votre choix ce soir. Il faut que tu respires. Bonne année à nouveau, mon cher Denis Jacquet. Les entrepreneurs qui respirent sur Sud Radio et surtout les voix des entrepreneurs, puisqu'on va parler de la transition écologique pour les grands groupes. En quelques mots d'ailleurs, défi difficile ou pas, Denis ? Je crois qu'il y a un vrai mouvement mondial qui était il y a un peu plus de 10 ans et un petit peu plus de 5 ans, un mouvement parfois, sans mauvais jeu de mots pour Alexandra, cosmétique, mais qui devient un vrai mouvement de fond réel. Et notre exemple de ce soir en sera un. J'y arrive pas ce soir. On va en avoir plusieurs, des exemples. On est aussi avec Vanessa Pérez, comme assez régulièrement d'ailleurs sur Sud Radio dans les voix des entrepreneurs. Bonsoir Vanessa. Bonsoir à tous. Auteur du livre Entrepreneur d'un monde nouveau, c'est publié chez Kawa Édition. Vous nous présenterez 2 pépites toutes vertes que vous avez choisies, des entreprises éco-responsables. Et nous sommes en compagnie de notre grand témoin sur Sud Radio. Bonsoir à vous Alexandra Palt. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directrice générale de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe L'Oréal et de la Fondation L'Oréal. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Denis. Alors Alexandra, d'abord bonsoir Alexandra, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Denis. Et comme ça arrive souvent dans cette émission, il y a beaucoup de personnes que j'ai croisées dans ma longue vie professionnelle, et Alexandra est une femme de conviction. Donc quand je parlais de cosmétique tout à l'heure avec un très mauvais jeu de mots, qui ne va qu'à moi, pour Alexandra on ne parle pas de cosmétique, on parle d'engagement personnel très fort depuis très longtemps. Voilà, c'est une femme qui a des passions, des convictions, des idées, et donc du coup Alexandra, L'Oréal, depuis quand L'Oréal a mis le turbo sur le fait effectivement de coller à la planète? On parle de plastique, on parle de cartonnage, mais on parle de tout un tas de choses dont on va parler ce soir. Si vous deviez dater au carbone 14 le débarrage du vrai engagement de L'Oréal, c'est quand? Non, je pense que L'Oréal, comme beaucoup d'entreprises, a eu un engagement depuis longtemps. Mais je dirais une prise de conscience qu'il s'agit d'une transformation stratégique qui ne veut pas dire quelques actions à gauche, à droite, de petites initiatives, mais qu'il s'agit réellement d'une transformation du modèle économique. C'est une prise de conscience qui date de 2013, qu'on a annoncé notre premier plan ambitieux qui s'est terminé en 2020 avec des résultats à la hauteur de nos engagements. Et maintenant, on va une étape plus loin. C'est vraiment maintenant, on voit quand même collectivement que tout ça ne va pas suffire, mais qu'il faut encore accélérer, qu'on rentre vraiment dans une phase pour révolutionner, radicalement transformer nos modèles économiques. Et L'Oréal s'est donc engagé pour 2030 à des objectifs très ambitieux. Comme en 2025, on aura déjà tous nos sites qui seront carbone neutres. Actuellement, c'est 70 sites déjà. On a réduit de 80% nos émissions carbone depuis 2005. Dans ce qui est sous notre contrôle. Donc, des objectifs extrêmement ambitieux, en partie déjà atteints, mais qu'on poursuivra pour 2030. Et c'est effectivement assez fulgurant. Si on prend un exemple concret, qui est par définition pas exhaustif, Alexandra Palt, qu'est-ce que vous auriez pu faire avant 2013 que, par exemple, L'Oréal ne fait plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé sur un exemple concret dans notre vie de tous les jours d'un produit L'Oréal qu'on pourrait utiliser? Mais je pense que c'est surtout comment on fait les choses. Donc aujourd'hui, les produits de beauté sont des produits extrêmement essentiels pour nous tous. Et donc, ce qu'on voit que ce désir de beauté, on doit y répondre. Mais comment on y répond? Et nous, on répond d'une manière avec le moindre impact environnemental possible. Et donc, ça concerne aussi bien la formule que le packaging, que la manière de produire, de transporter, de distribuer. Et donc, quand je vous dis que, par exemple, dans notre production, entre 2005 et 2020, on a réduit de 79%, donc presque 80%, nos émissions carbone. C'est énorme, et malgré une croissance très importante. Donc, on a réussi à décorréler la croissance de notre empreinte environnementale. Aujourd'hui, en 2025, quand on utilise un flacon plastique de L'Oréal, 50% seront déjà du plastique recyclé. Donc, il faut aussi être très, très sincère. C'est une démarche. C'est un progrès qu'on mène ensemble avec le consommateur, avec nos parties prenantes. Donc, personne n'est parfait aujourd'hui, mais on s'est engagé à mener avec beaucoup d'ambition et sérieux cette transformation. Et donc,
on est en route vers un modèle qui sera donc en 2030 complètement intégré dans les limites planétaires. Et vous serez un des seuls groupes de cette envergure mondiale, j'imagine, à avoir atteint un pareil objectif. Aujourd'hui, on est très exemplaire sur. C'est vrai qu'on est reconnu par les experts, notamment beaucoup sur nos résultats en termes de réduction d'émissions carbone, de gestion de l'eau, de lutte contre la déforestation. Il y a d'autres entreprises qui sont aussi engagées et donc je pense que c'est extrêmement important parce que personne n'a envie d'être seul face au changement climatique. Donc là, il y a des endroits où on veut être bien sûr les meilleurs. Là, on espère juste être très très nombreux à mener ce combat-là. Parce que le changement climatique, ce n'est pas L'Oréal tout seul qui va le... Et en tout cas, vous montrez que c'est possible. Denis ? Oui, Alexandra, forcément, quand on parle de L'Oréal, on parle d'un écosystème. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est une démarche collective avec vos fournisseurs ? Parce que les Anglais appellent des stakeholders, donc les parties prenantes, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Nos fournisseurs sont vraiment extrêmement stratégiques dans cette démarche parce que beaucoup de notre impact environnemental a lieu dans le sourcing, donc l'approvisionnement des matières premières, du packaging, etc. Donc, c'est une démarche qu'on mène avec nos fournisseurs. Ils sont évalués. Pour être fournisseur de L'Oréal, il faut démontrer un engagement en termes de développement durable, mais on les accompagne également sur ce domaine. Donc, on met en place des formations, différents dispositifs pour être à disposition. On le soutient aussi. Et on essaie également d'intégrer parmi nos fournisseurs les petites entreprises, des personnes les plus vulnérables. Donc, ce qui est un programme qui s'appelle le Solidarity Sourcing, où on intègre donc des fournisseurs qui normalement sont exclus de ces grands comptes pour leur donner des opportunités économiques. Alors, restez avec nous, Alexandra Palt. On est, je le disais d'ailleurs, en direct sur Sud Radio avec Vanessa Pérez, auteure du livre Entrepreneur d'un monde nouveau. Vous êtes venue avec vos bonnes résolutions de l'année 2021, ma chère Vanessa. Et vous nous présentez une pépite que vous avez choisie en particulier qui s'appelle Green Link. Alors déjà, en un mot, c'est quoi ? Alors, The Green Link, la question, c'est que quand on doit conduire sa transformation digitale, l'important, c'est de trouver la bonne technologie ou le bon partenaire qui va pouvoir vous accompagner. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle d'un distributeur ou d'un fabricant de produits cosmétiques, par hasard, qui souhaiterait remplacer ses emballages plastiques par des emballages biosourcés. On parle également d'un patron d'entreprise qui souhaite réduire l'empreinte environnementale de son siège social ou de ses filiales, ou encore d'une association qui aurait l'ambition d'éliminer les microplastiques de l'océan pour éviter qu'ils ne soient mangés par les poissons et finissent dans notre organisme. Donc, effectivement, une des solutions que j'aimerais vous recommander, c'est TheGreenLink.co, qui est une start-up franco-canadienne qui est basée à Noirmoutier et qui est dirigée par un entrepreneur qui s'appelle Bernard Lebel. Et du coup, ils vous mettent en relation des entreprises qui veulent changer, faire un peu ce qu'a fait déjà L'Oréal depuis quelques années, avec d'autres entreprises qui savent comment faire. Exactement. Donc, vous allez exprimer votre problématique à The Green Link. The Green Link a des techno-scouts, c'est-à-dire des éclaireurs, à peu près 300 à travers la planète, qui chacun a un portefeuille d'une 50aine de solutions. Ils vous accompagnent donc dans la définition de votre problématique pour trouver la bonne réponse et la bonne start-up, et également dans les démarches administratives et fiscales, parce que tout ça est créateur d'emplois et donc favorise un écosystème local. Donc de bout en bout, vous pouvez être accompagné par un partenaire. Et vous avez un cercle vertueux. Ça a été fondé quand, The Green Link ? Ça a été fondé il y a 4 ans à peu près, et l'entrepreneur a fait le tour du monde. Il était directeur de l'innovation de beaucoup d'entreprises, que ce soit au Gabon, au Canada, en Afrique. Il a pris le meilleur de tous ces savoir-faire et il revient ici en France pour nous le partager. Ben justement, et l'innovation rime avec l'écologie, ça peut rimer. Est-ce que vous vous étiez senti seul, Alexandra Palt, à L'Oréal, lorsque l'ensemble du groupe avait décidé justement d'opérer sa transformation ? Vers qui vous étiez tourné ? Vous aviez dû recruter des spécialistes, par exemple, des consultants, ou les idées ont été vraiment appliquées en interne ? On a beaucoup de chance parce qu'on a des équipes de scientifiques. Il ne faut pas oublier que L'Oréal est une entreprise qui a plus de 4000 chercheurs. Évidemment. Donc, on a aujourd'hui, je pense, des scientifiques d'extrêmement haut niveau et aussi des experts environnementaux, des scientifiques des sciences environnementales extraordinaires. Donc, bien sûr, on était une équipe sous l'impulsion d'un dirigeant qui portait cette conviction, parce que ça, c'est absolument nécessaire. Donc, si on n'a pas un patron ou une patronne qui croit vraiment, ça ne se fait pas. Il faut choisir la stratégie.
Oui, c'est sûr. Et donc, nous, on a donc une expertise en interne, mais on travaille beaucoup avec les associations, avec les acteurs de terrain, pour être à l'écoute, pour comprendre. C'est une transformation qu'on doit mener collectivement et ensemble. Et donc, ça veut dire l'entreprise doit aussi s'ouvrir à tous les acteurs. Et que diriez-vous, Alexandra Palt, à un chef d'entreprise qui n'a pas encore, qui n'ose pas encore se lancer justement, opérer sa propre, même d'une plus petite entreprise, que lui répondriez-vous? Que c'est facile, que c'est possible? Plus facile qu'on le pense. Je réponds surtout, c'est s'il veut encore être là dans 10 ans, il va falloir y aller. Donc, c'est un peu ça ce que je vais lui dire, parce qu'aujourd'hui, ne pas le faire, le risque, ce n'est plus de faire, le risque, c'est de ne pas faire. Qu'est-ce qui va se passer si les entreprises sont pas aptes à intégrer les changements qui sont à venir? Donc, on voit déjà une nouvelle réalité à l'heure actuelle. Les crises liées au changement climatique vont être au moins aussi impactants que celles que nous sommes en train de traverser. Donc, il va falloir se préparer et il va falloir tout faire pour que notre planète reste habitable en grande partie. Donc, une entreprise qui ne fait pas, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui la logique de tous les investisseurs aussi de dire une entreprise qui ne fait pas ça, c'est une entreprise qui ne se prépare pas à l'avenir et donc on ne peut pas investir parce qu'il y a trop de risques qui ne sont pas pris en charge. Ouais. Ça c'est un mouvement super intéressant. Alors, toujours dans un bon français, on appelle ça l'impact investing, mais effectivement, le fait de mettre des critères qui soient des critères hors financiers, qui mesurent la performance humaine, environnementale, et je pense que c'est un mouvement qui a été lancé. Mais Alexandra, comment ça se passe avec les consommateurs? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ils viennent vers vous. Est-ce qu'ils vous appellent? Alexandra, dites-moi, je voudrais moins de plastique dans mes trucs, c'est possible, mais est-ce qu'il y a aussi des trucs paradoxaux? C'est-à-dire, oui, j'ai envie de lutter pour l'environnement, mais quand même, j'ai envie d'avoir un beau truc en plastique autour de mon flacon. Est-ce que les consommateurs, ils sont paradoxaux ou pas? Bien sûr, comme nous tous, on est malheureusement, l'être humain n'est pas tout le temps cohérent. Donc, ça serait trop simple. Donc, oui, beaucoup de personnes sont citoyens et sont engagés, sincèrement engagés pour le développement durable. Et en même temps, quelquefois, ils vont faire un achat pour se faire plaisir. Et là, ils vont forcément prendre en compte les préoccupations qu'ils ont exprimées quelque temps avant sur l'environnement. Malheureusement, ça sent beaucoup sur notamment à tout ce qui est recharge, refill. Donc là, il y a un grand enjeu si on veut lutter contre le plastique. Aujourd'hui, il faut commencer à utiliser beaucoup plus de produits rechargeables, etc. Ouais. Et là, ça veut dire changer des habitudes consommateurs. Et là, on va voir malheureusement encore une petite incohérence, mais je suis convaincue qu'elle va se résoudre dans les années à venir. Il faut faire ce qu'on croit qu'il faut faire. Donc, il faut acheter de recharge, il faut aller vers le refill et il faut ainsi contribuer à réduire, par exemple, une des possibilités de réduire son impact environnemental. Mais vous avez tout à fait raison, bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. Et une petite question qui peut être une conséquence de cette nouvelle tendance, justement, c'est est-ce que ça inquiète le secteur, justement, de ceux qui fabriquent des emballages, des flacons, par exemple, qui se disent, plus tard, il faudra que je fasse quelque chose de plus durable, mais qu'on ne remplacera pas toutes les 2 semaines? Bien sûr, c'est une incroyable source d'innovation actuellement. Donc, par exemple, récemment, on a mis sur le marché de shampoings solides. On a mis sur le marché le premier tube qui est à moitié de carton, moitié plastique. Donc, il ne faut pas voir ça juste comme une contrainte. C'est une source aussi d'opportunités, d'innovation, de solutions, de faire mieux avec moins. Et donc, bien sûr, le secteur, il y a plein de secteurs qui s'inquiètent actuellement parce qu'ils ont compris que le sens de l'histoire va vers un autre modèle. Mais je pense que ceux qui sont le plus capables d'affronter sont ceux qui travaillent sur l'innovation, qui embrassent pleinement ce changement et qui disent comment moi je vais contribuer en innovant. Tout en relevant le défi d'ailleurs, puisque c'est un défi qu'on se lance, comment faire moins avec moins, en tout cas comment faire mieux avec moins plutôt, et surtout moins gaspiller. Vanessa Pérez, deuxième pépite que vous avez choisie, d'humeur presque romantique ce soir dans Les Voix des Entrepreneurs, fleurdici.fr. Dites-le avec des fleurs.
Un peu plus que ça. Donc, juste la petite histoire. Ce week-end, j'ai organisé un déjeuner dans le respect des gestes barrières. Et donc, on m'a offert une trentaine. non, beaucoup plus modeste. Et donc, on m'a offert un magnifique bouquet de fleurs. Et donc, j'ai découvert que sous couvert de naturalité, la fleur cache très très bien son jeu. Parce que vous savez que dans un bouquet de fleurs, il y a 9 fleurs sur 10 qui viennent de l'étranger. Il y a plus de 25 substances chimiques. Et enfin, quand on achète des fleurs, normalement chez un fleuriste, je ne vais pas les citer, mais elles ont été coupées depuis 10 jours, ce qui veut dire que ça n'en réduit que la durée de vie chez vous. Donc, Fleurs d'ici, c'est quoi? C'est la première marque de fleurs éthique, 100% française, issue du circuit court, très important. Ça vient juste à côté. Exactement, c'est cueilli à côté de chez vous. Presque comme des fleurs de votre jardin, en quelque sorte. Ça dure plus longtemps, si je vous ai bien conduit. C'est tout à fait ça. Il y a beaucoup moins d'empreintes carbone et beaucoup moins de produits chimiques. Voilà. Et elles sont coupées depuis pas très longtemps? Elles sont coupées à la demande. À la demande, exactement. Donc, du coup, vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps. C'est un coup de cœur. Ça marche? Ça marche très très bien parce que ça marche pour le grand public, ça marche pour les événements, ça marche pour les sièges sociaux d'entreprise. Vous allez sur le site, il y a une marketplace à partir du moment où vous faites votre commande qui met en relation le demandeur et l'acheteur. Vous êtes livré dans la journée par des équipes qui sont décarbonées, je le précise, et donc votre fleur dure plus longtemps et vous avez fait un geste pour la planète. Et vous y avez accès à peu près dans toute la France? Vous y avez accès dans toute la France. Formidable. Donc la prochaine fois que vous allez chez votre fleuriste, demandez-lui s'il est partenaire de Fleurs d'ici. Parce que vous croyez en fait commander sur Internet, donc du coup à une structure qui pourrait être très loin, mais les fleurs qui vont venir, elles viennent de quelques kilomètres de chez vous. Exactement. Donc vous faites travailler vos petits commerces tout en ayant l'impression d'être sur Internet. L'intérêt du circuit court, complètement. L'intérêt du circuit court, effectivement, ça fait partie aussi de ces innovations. Denis. Superbe. Oui. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a des anciens champions de marathon kenyans qui les amènent en courant. Donc c'est pour ça que ça va si vite. Ouais. C'est peut-être aussi la manière de le rendre effectivement éco-responsable. En tout cas, vivier d'innovation quand même fabuleux, cette transition écologique. Quels sont les défis que vous lanceriez au-delà de la neutralité carbone complète pour 2025, si je vous ai bien suivi, Alexandra Palt? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore lancé, mais que vous aimeriez pouvoir mettre en place chez L'Oréal dans les 20 prochaines années, par exemple? Nous, on a dit, vous savez qu'en 2030, maintenant, l'enjeu, c'est pas que l'entreprise fasse moins mal, moins d'émissions carbone, maintenant, il faut faire assez. Et donc, nous, on a défini un plan avec des scientifiques, les plus grands experts internes et externes, en disant à quoi ça ressemble si L'Oréal fait assez, exactement ça qu'il faut pour la société, pour la planète. Et donc, ça a donc défini, oui, il faut que tous nos sites soient neutres en carbone, mais il faut aussi qu'on arrive à proposer des produits à nos consommateurs qui induisent moins d'émissions carbone, qu'on permette sur l'utilisation d'eau, de réduire l'utilisation d'eau de nos consommateurs, mais aussi dans nos usines. En 2030, tout sera en circuit fermé, donc toute l'eau utilisée dans nos processus industriels sera en circuit fermé. Sur le 95% de nos ingrédients viendront soit de la biotechnologie, de la chimie verte, seront naturels. Donc, on s'engage dans un monde complètement nouveau. Et donc, nous, on veut être alignés avec les limites planétaires en 2030. Et c'est donc une très profonde transformation. Et oui, c'est fondamental. En un mot, peut-être, Denis Jacquet. Dernière petite question, Alexandra, mais même si on l'a abordé tout à l'heure, moi, en tant que petit entrepreneur, la question c'est toujours comment moi, grand groupe, j'entraîne des petites et moyennes entreprises. C'est le cas aujourd'hui parmi ces parties prenantes dont on parlait tout à l'heure? Oui, donc on continue à collaborer avec nos fournisseurs. Il y a bien sûr des choses sur lesquelles on les engage, mais aussi on les engage certaines fois avec un peu plus de conviction. Par exemple, sur encore une fois, sur toute leur action de lutte contre le changement climatique, mais aussi sur leurs pratiques sociales, droit de travail partout dans le monde. Donc, il y a un mouvement de les entraîner avec nous, de les entendre, mais aussi, bien sûr, de garantir un respect total partout dans le monde. Et justement, de poursuivre l'innovation, puisque c'est un défi qu'on se lance qui nous pousse justement tous à nous creuser les méninges et à faire différemment ce qu'on aurait fait hier. En tout cas, faire différemment de la manière dont on l'aurait
l'aurait fait hier. Merci à vous, Alexandra Palt, d'être intervenue sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe L'Oréal. Merci Vanessa Pérez, entrepreneur d'un monde nouveau, publié aux éditions Kawa. Merci à vous en tout cas. Et vous nous présenterez d'autres pépites dans les prochaines voix, pourquoi pas. Des voix des entrepreneurs. Merci Denis Jacquet. Merci Jean-Marie. À mercredi prochain, de nouveaux entrepreneurs, justement. Comment on fait face à la crise actuelle aussi. Comment on essaie d'innover. On continuera à en parler avec vous. Et on en parle dans un instant aussi sur Sud Radio. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart et ses deux invités.